Donc on va commencer la deuxième séance de cours. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'équation maîtresse classique. Mais avant cela, je voudrais vous laisser l'occasion de poser des questions éventuellement sur la leçon de la semaine passée. Bon, je vais commencer de toute façon par un petit rappel. Mais avant de commencer même par le petit rappel, je voudrais dire qu'une liste de références a été mise sur le site où se trouve la description du cours. Et donc, certaines démonstrations que je ne vais pas faire au cours explicitement, je vous dirai quand, se trouvent dans les références reprises sur le site. Bien, alors je vous rappelle le cadre dans lequel on travaille. Donc on s'intéresse aux théories de jauge et on va développer un formalisme qui permet de quantifier les théories de jauge en contrôlant l'invariance de jauge. Donc, la théorie de jauge est caractérisée classiquement par une action. J'appelle les champs collectivement phi i. Et cette action possède un certain nombre d'invariances de jauge que j'ai notées de la manière suivante, où epsilon alpha sont des fonctions arbitraires de l'espace et du temps, sont les paramètres de jauge. Donc ceci sont les transformations de jauge. Et rappelez-vous, j'utilise une notation compacte et condensée, où la sommation sur l'indice alpha implique également une intégration sur l'espace-temps. Donc il y a des variables x, y qui sont cachées dans les alpha et les i. Et comme c'est des théories de jauge locales que je considère, RI alpha sera une somme de termes contenant delta, la fonction delta et un nombre fini de ses dérivés. Alors, en raison de cette invariance de jauge, les équations ne sont pas indépendantes. Il y a ce qu'on appelle les identités de Noether qui s'écrivent dans cette notation condensée. Elles expriment l'invariance de l'action. Et donc, si je fais une variation de jauge de l'action, j'obtiens 0. Donc, ces identités de Noether, par exemple, dans le cas de la théorie d'Einstein, c'est juste les identités de Bianchi contractées. Chaque théorie à invariance de jauge aura des identités de Noether. Et je suppose que les transformations de jauge que j'ai écrites ici forment un système complet, c'est-à-dire que toute transformation de jauge peut s'exprimer en termes de ces transformations de jauge-ci, donc en termes des RI alpha, avec un certain choix des epsilon, modulo ce que j'ai appelé les transformations de jauge triviales, c'est-à-dire des transformations de jauge qui sont des combinaisons antisymétriques des équations du mouvement. Oui, alors pour ne pas me compliquer trop la vie du point de vue des signes, je vais supposer que tous mes champs ici sont des champs commutants, bosoniques. On peut inclure les fermions, mais c'est nécessaire évidemment pour la supergravité. Ça met juste des signes en plus. Conceptuellement, c'est exactement la même chose. Et donc quand je dis qu'on prend une combinaison antisymétrique des équations du mouvement, c'est antisymétrique au sens gradué, et donc pour les fermions, ce sera symétrique. Donc c'est bon. Alors, non seulement j'ai un système complet, donc toute symétrie de jauge peut s'exprimer en termes de ces symétries-ci, modulo les symétries triviales, mais il peut y avoir une redondance dans la description, c'est-à-dire peut-être que tous les paramètres de jauge, toutes les transformations de jauge ne sont pas nécessairement indépendantes. Il peut y avoir des relations sur ces fonctions qui définissent les transformations de jauge. Alors ces relations expriment qu'une combinaison linéaire de ces transformations est une symétrie de jauge triviale, donc on a des relations du type suivant. Donc en prenant les paramètres de jauge, disons proportionnels à z, on obtient quelque chose qui est une symétrie triviale, donc toutes ces symétries de jauge ne sont pas indépendantes. Alors, j'en ai parlé aussi, on va être tout à fait général, donc on va supposer le minimum sur les symétries de jauge et sur la description des symétries de jauge. Donc en particulier, si je calcule le commutateur de deux transformations de jauge, je sais que c'est une transformation de jauge, donc ça va pouvoir s'écrire comme combinaison des RI alpha
modulo des transformations triviales. Donc, a priori, en général, que va-t-on avoir? Que le commutateur, donc par définition, ça c'est le crochet de Lie dans l'espace des champs, delta R bêta I sur delta phi J moins, donc ça je suis en train d'écrire le crochet de Lie, mais c'est dans des espaces infinidimensionnels, donc la partie antisymétrique des R alpha I. Donc ça, c'est le commutateur de la transformation de jauge R alpha avec la transformation de jauge R bêta. Et donc ce qu'on sait, c'est que c'est une transformation de jauge. Donc je vais pouvoir écrire ça comme en termes de R, avec certains coefficients, mais qui peuvent être fonction des champs. Donc je vais insister là-dessus. Plus éventuellement, donc ça, en général, c'est ce qu'on aura, une combinaison, une transformation de jauge triviale. Et donc on va développer un formalisme qui permet de considérer ce cas tout à fait général. Et donc on va autoriser que les M soient non nuls, on va autoriser une dépendance en les phi. Et en fait, pour la terminologie, on parle parfois d'algèbre de jauge ouverte quand ce terme est présent. Donc ça ne ferme que modulo les équations du mouvement. Quand il est absent, on parle d'algèbre fermée et on aura une vraie algèbre de Lie si ces C sont des constantes. Alors, comme dans le cas des algèbres de Lie, le fait que le commutateur obéit à l'identité de Jacobi, un commutateur triple, bon, ça obéit à l'identité cyclique, il va y avoir évidemment des contraintes. Les fonctions ici qui apparaissent, ces coefficients-là et ces coefficients-là, ne sont pas des fonctions arbitraires des champs et de leurs dérivés, c'est des fonctions qui vont être contraintes par les identités de Jacobi, qui résultent du fait que le commutateur obéit à l'identité de Jacobi. Et alors si on regarde les choses, c'est assez compliqué, parce que ces identités auxquelles satisfont les C et les M font intervenir des fonctions de structure d'ordre encore plus élevé, d'ordre plus élevé, avec plus d'indices. On va voir ça dans la construction BRST. Donc en fait, on a une série d'identités qui découlent de l'identité de Jacobi sur les coefficients C et M. Et en fait, on va voir que tout ça est pris en compte dans la construction de la solution de l'équation maîtresse. Alors encore une chose à dire aussi, c'est qu'il y a une ambiguïté dans la description, on l'a vu, donc je peux redéfinir les R en mettant une matrice qui dépend des champs, inversible, et même en ajoutant aussi je peux ajouter dans les nouvelles, transformations de jauge de base du système complet des transformations triviales. Donc il y a une redéfinition possible, il y a une ambiguïté dans le choix des R, et sous un nouveau choix, évidemment, C va se transformer d'une certaine manière, M va se transformer d'une certaine manière, mais l'identité de Jacobi va toujours évidemment être valable. Bien. Alors cette ambiguïté, on va montrer aussi que dans le formalisme, on en prend automatiquement compte, c'est-à-dire que ça va correspondre à une transformation de symétrie du formalisme. Donc des choix différents des R et des Z vont conduire à des solutions différentes de l'équation maîtresse, mais qui sont reliées par une transformation de symétrie qui sera en fait une transformation canonique dans une structure que je vais introduire. Et alors, dernier point aussi dont j'ai parlé la semaine passée, c'est la notion d'observable. Donc, la physique est invariante de jauge, et donc les quantités observables sont les quantités invariantes de jauge. Alors, pour développer le formalisme, je vais avoir besoin d'un outil extrêmement important, donc d'outils algébriques extrêmement importants, donc je vais faire une parenthèse algébrique maintenant, qui est la notion de cohomologie, ou homologie aussi, les deux apparaîtront, et calcul de cohomologie, et plus généralement algèbre différentielle graduée. Donc je vais définir ce que c'est. Rapidement, rappeler un exemple sans doute que vous connaissez tous, qui est la dérivée extérieure et la cohomologie de De Rham, pour être guidé par un exemple. Et comme c'est un outil qu'on va utiliser tout le temps, j'aime autant ne fût-ce que fixer les notations
et la terminologie. Et peut-être que je développe en même temps la théorie dont j'aurai besoin et l'exemple des formes différentielles extérieures. Donc en fait, une algèbre différentielle graduée, qu'est-ce que c'est? C'est une algèbre, donc c'est un espace vectoriel donc on peut faire des combinaisons linéaires d'éléments de cet espace, on peut, plus un produit. Donc on peut multiplier des éléments de vecteurs que je suppose associatifs et commutatifs mais au sens gradué, ou gradué commutatif. Alors on va écrire. C'est-à-dire que je vais avoir des objets pairs et des objets impairs, et quand on les commute, lorsqu'ils sont tous les deux impairs, on obtient un signe moins. Donc, un exemple que vous connaissez sans doute, je vais peut-être le développer ici pour préserver la place, c'est l'algèbre des formes extérieures sur une variété. Donc, une forme extérieure, une P-forme, ça va être 1 sur P, certains coefficients, lambda 1, lambda P, dx, lambda 1, produit extérieur, dx, lambda P, où les oméga sont des fonctions des x. Et on peut faire le produit de forme, une P-forme avec une Q-forme va me donner une P plus Q-forme, et ce produit, lorsque oméga est une forme de degré impair, si je prends deux formes de degré impair et que je les commute, j'obtiens un signe moins. Donc c'est commutatif, mais avec un signe qui peut apparaître quand on prend des objets impairs. Et c'est associatif aussi. Donc c'est un exemple de telle structure. Et ce que je vais donc, alors je vais utiliser la notation suivante. La parité qui intervient dans les relations de commutation, je l'appelle parfois la parité de Grassmann. Et donc, la règle va être que si vous faites le produit, et là le produit est implicite, de deux éléments A et B, vous obtenez, quand vous les commutez, un signe qui est déterminé par la parité de A et de B. Et donc, si A est un objet commutant, donc dans ce cas-là, ce serait une forme de degré pair, epsilon A est égal à 0. Et si A est un objet anticommutant, donc une forme de degré impair, epsilon A est égal à 1. Donc vous voyez que si tous les deux A et B sont des objets impairs, effectivement j'obtiens un signe moins. Dans tous les autres cas, j'obtiens pas de signe. D'accord? Donc c'est juste pour fixer la notation. Alors je vais maintenant introduire la notion d'antidérivation. Que je vais noter D. Dans le cas ici, D, c'est la différentielle extérieure, mais de manière générale, une antidérivation dans cette structure, ça va être un objet qui obéit à la règle de Leibniz, DAB, mais avec un signe qui est déterminé par la parité de A. Donc quand D va agir sur B, il doit passer au-dessus de A, et si A est impair, comme D lui-même est impair, on obtient un signe, donc qui est epsilon A dB. Donc c'est quelque chose que vous savez bien pour les formes, hein, d oméga eta, c'est d oméga wedge eta, plus, alors on a un signe qui va dépendre de la parité de oméga, et c'est une forme de degré pair ou impair, donc écrivons epsilon oméga, oméga d eta. Le produit ici, je le note, c'est le produit extérieur, là je ne l'écris pas explicitement. Et on va appeler différentiel une antidérivation de degré, de carré nul, si en plus donc d carré est égal à 0. On sait que c'est le cas pour, donc si j'écris d oméga explicitement, c'est 1 sur p d mu, disons, oméga lambda 1, lambda p, dx mu, dx lambda 1,
dx lambda p. Et d carré est égal à 0 parce que vous allez prendre une dérivée seconde qui commute et les informes anticommutent. Donc d carré est égal à 0. Donc c'est un exemple. Donc, de manière générale, je vais considérer cette structure-ci, qui n'est pas nécessairement réalisée de cette manière-là. Donc on va la réaliser autrement d'ailleurs. Mais donc j'introduirai une différentielle, et je travaillerai dans un tel contexte algébrique, et donc j'aurai une différentielle, c'est-à-dire une antidérivation de carré nul. D'accord? Alors, quand on a ça, on peut introduire... Oui? Je suppose que tu dois supposer aussi que D change la parité. Oui, donc oui, ça c'est vrai. Donc en fait, D change la parité. Donc effectivement, la parité de dA, c'est la parité de A plus 1. Merci. Je l'écrirai pour la BRST, mais effectivement, il faut le dire déjà ici. Et c'est ce qu'on a vu ici. Hein, le D d'une forme paire est une forme de degré impair. On augmente de 1, d'ailleurs, le degré de forme dans ce cas-là. Alors, on peut construire tout de suite quelque chose d'intéressant quand on a une différentielle, ce qui est cohomologie ou homologie. Bon, là, je vais préciser dans un instant, mais je peux déjà donner l'idée. C'est on peut étudier le noyau de D. Qui est donc l'ensemble des A tel que dA est égal à 0. Et comme D est de carré nul, bon, on peut aussi considérer l'image de D, qui est l'ensemble des A tel qu'il existe un B qui peuvent s'écrire comme A égale dB. Donc c'est l'image par D de l'algèbre. Et puis je peux considérer, donc ceci est clairement contenu dans le noyau, hein, parce que si A égale à dB, dA est égal à d carré B est égal à 0. Et donc je peux considérer l'espace vectoriel, et c'est clairement des vectoriels, des sous-vectoriels, je peux considérer le sous-vectoriel par l'espace vectoriel quotient, qui est le noyau quotienté par l'image. Et donc, c'est bien défini. Et donc, c'est l'ensemble des... Alors, les objets qui obéissent à ça, on les appelle parfois les objets fermés. Et des objets comme ça, on les appelle exacts. Et donc, ça va être... J'identifie deux objets fermés qui diffèrent par un objet exact. Alors, très souvent, j'aurai un vectoriel gradué, c'est-à-dire que je pourrais écrire mon espace vectoriel. Donc cet espace vectoriel, ou l'algèbre, va pouvoir s'écrire comme somme directe de sous-vectoriels. Donc ce n'est pas nécessairement des sous-algèbres, parce que le produit va faire changer le degré, mais donc c'est des sous-vectoriels. Donc où la graduation n, j'aurai les deux cas, soit c'est un entier non négatif, soit ça peut être tous les entiers, négatifs et positifs. Et D va être homogène de degré 1. Comme dans le cas vu précédemment, ici, c'est le cas ici. Hein, donc là, c'est cette somme directe, ben, c'est juste les formes de degré P données, forment un sous-vectoriel, et D fait passer de P à P plus 1, donc c'est homogène de degré 1, et donc on peut considérer la cohomologie ici degré par degré. Je peux regarder la cohomologie pour les P formes, ça va se découpler pour chaque valeur de P. Et on aura une somme directe, et donc ici, je peux parler de la cohomologie dans ce cas-ci, s'appelle la cohomologie de de Rham. J'imagine que vous avez déjà entendu parler. Et on peut parler de cohomologie en degré 0, en degré 1, etc. Bon, pour le moment, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. On parlera du lemme de Poincaré plus tard. Bien, alors, toute l'idée de la construction BRST, c'est pour ça que j'ai rappelé ça, ça va être de remplacer l'invariance de jauge, ou de
par des classes de cohomologie. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va introduire une différentielle dans une algèbre que je dois encore vous définir. Hein, donc on va partir de l'espace des fonctions des champs, mais on va l'élargir en introduisant d'autres variables, de la même manière qu'ici, on part de l'espace des fonctions sur la variété, mais puis on l'élargit en introduisant des objets, les objets dx qui anticommutent. Donc on construit une algèbre qui contient également d'autres variables que les variables x de départ, qui sont les coefficients des fonctions qui apparaissent ici, des coefficients qui apparaissent, c'est des fonctions de x. Donc on va construire un espace plus grand, et dans cet espace plus grand, on va introduire une différentielle S, c'est-à-dire une antidérivation de carré nul. Donc on va pouvoir parler de la cohomologie de S, et on va construire S de manière à ce que sa cohomologie en degré 0, je vais définir les degrés tout de suite, ici je vous donne juste l'idée, puis on va faire la construction, c'est l'ensemble des observables. Et donc on va remplacer la notion d'invariance de jauge par une notion cohomologique. Alors, bon, pour le moment, c'est juste des mots, il faut que je vous dise comment ça fonctionne. Mais l'avantage de cette procédure, c'est qu'alors que le contrôle de l'invariance de jauge est compliqué dans la théorie quantique, comme je l'ai brièvement expliqué la fois passée et comme je le rappellerai plus tard, parce qu'on doit fixer la jauge. Une fois qu'on a fixé la jauge, c'est difficile de contrôler l'invariance de jauge. Mais on peut fixer la jauge tout en maintenant, disons, ce qu'on appelle l'asymétrie BRST, parce qu'on va imposer que les observables, si on les identifie à ceci, doivent être annihilés par S, et donc ils doivent être invariants par S. Donc on va avoir cette différentielle va, disons, survivre à la théorie quantique, et donc on va pouvoir parler de cohomologie au niveau quantique. Donc ceci va être contrôlé au niveau quantique, et puisque c'est équivalent, ce sera la manière dont on va tenir compte de l'invariance de jauge. Bon, ceci, c'est un peu des mots pour le moment, mais c'est ça que je vais préciser, et ça va prendre plus que la leçon d'aujourd'hui. D'accord, mais donc l'idée, c'est qu'on va remplacer l'invariance de jauge par un concept équivalent, qui est un peu plus compliqué abstraitement, enfin qui est un peu plus abstrait, mais qui a l'avantage de pouvoir être contrôlé au niveau quantique. En plus, la construction est intéressante par elle-même, donc ça, c'est pas plus mal. Alors, peut-être avant de vous donner la construction, il y a peut-être encore une chose que je voudrais dire sur les observables. Peut-être que je la dis après. Bon, commençons, entrons dans le vif du sujet. Et puis, alors, ce que je vais faire, c'est d'abord construire S. Je vais vous donner la règle pour construire S, donc cette différentielle. Donc on l'appelle la différentielle BRST. Pourquoi BRST? B pour Becky, R pour Rouet, S pour Stora, et indépendamment d'eux, il y a Tchoutin qui a introduit aussi cette différentielle. Donc ça explique le BRST. Comme je vais faire ça dans le cas en introduisant des variables supplémentaires qui sont des antichamps, ce que je vais également utiliser la terminologie formalisme des antichamps. Je vais définir tout de suite. Et comme ce formalisme a été développé par Batalin et Vilkovisky, les gens parlent aussi de formalisme de Batalin et Vilkovisky. Donc ça, c'est les noms importants derrière ce dont je vais vous parler, et j'utiliserai indifféremment formalisme BRST, formalisme des antichamps ou formalisme de Batalin-Vilkovisky quand je me référerai au formalisme qu'on est en train de développer. Alors, donc comme j'ai dit, ce que je vais faire, je pense que c'est probablement la manière la plus efficace, c'est vous dire comment construire S, et puis justifier a posteriori la construction de S. Donc je vais vous dire comment on construit S, et puis je vais justifier a posteriori S en vous montrant que ça c'est vrai. D'accord ? Donc il faudra attendre un peu pour vérifier que c'est intéressant du point de vue qu'est là cette construction que je vais vous donner.
vous allez voir qu'elle implique des structures intéressantes, qui sont en fait intéressantes en elles-mêmes. Mais bon, si le but est de comprendre ça, ça viendra après. Donc je vais d'abord construire S, et puis une fois qu'on aura cette différentielle, je vais vous montrer qu'effectivement la cohomologie en degré zéro, c'est donné par les observables. Et que donc le contrôle de la physique se fait à travers la cohomologie. D'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, on va élargir, donc on part de... Les observables, c'est des fonctions des champs. Je vais élargir, et ça forme une algèbre, je peux multiplier deux fonctions et j'ai encore une fonction. Je vais élargir cette algèbre, donc un peu comme ici, en introduisant des variables supplémentaires. Je vais vous en donner la liste. Donc ici, je vais vous donner ça un peu comme une recette, mais on va comprendre l'utilité de la recette plus tard, quand on calcule la cohomologie. Mais je vous donne d'abord la recette. Donc je vais introduire ce qu'on appelle les champs fantômes. Et les antichamps. Je vais vous donner Et alors je vais aussi supposer donc, que j'ai une théorie de jauge, que ça c'est un ensemble complet, comme on l'a dit, et que ce n'est pas nécessairement un ensemble indépendant, il peut y avoir des conditions de réductibilité, mais je vais supposer que ces conditions de réductibilité sont indépendantes. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de réductibilité sur les réductibilités. Donc je suppose que les choses s'arrêtent ici. Sinon, il faut continuer, mais il faut bien fixer les idées. Donc je m'arrête ici. Donc il y a les champs, des transformations de jauge et des conditions de réductibilité, et elles sont indépendantes. C'est-à-dire que si vous trouvez une combinaison linéaire, des transformations de jauge qui donnent une transformation triviale, elle est nécessairement donnée par une combinaison des Z. Donc j'ai tenu compte de toutes les réductibilités et il n'y a aucune combinaison des Z par eux-mêmes qui vous donne une transformation triviale. Donc ils sont indépendants. Bon, alors, ceci étant dit, c'est dans ce cadre-là que ce que je vais vous dire est complet. Donc je vais introduire, on démarre, on a les champs. Alors je vais introduire, je vais vous parler de plusieurs choses. La parité de Grassmann, donc vous dire si c'est des objets qui commutent ou qui anticommutent. Et je vais introduire 3 graduations, mais elles ne sont pas indépendantes. Je vais introduire ce qu'on appelle le nombre de fantômes pur. Donc à chaque variable, je vais assigner un nombre. De la même manière que là, ceci c'est des informes, donc on leur assigne un degré de forme égal à 1. Donc là, mes variables vont aussi avoir l'équivalent mais il y a plusieurs degrés. D'un degré, mais il y a plusieurs degrés. Alors 1, c'est le nombre de fantômes, l'autre, c'est le nombre d'antichamps. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le nombre de fantômes total. Et là, c'est facile, ce n'est pas indépendant, c'est la différence. Donc ceci, c'est, si j'appelle ça 1, et ça 2, ceci, c'est la différence 1 moins 2. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ce nombre-là qui est... donc S va être homogène de degré 1 en la différence, mais donc ne va pas être nécessairement homogène en chacun des nombres ici indépendamment, comme on va voir. Donc je vous donne la liste des champs et puis je vous dis comment construire les choses. Alors, j'ai mes variables de départ, phi i. Bon, j'ai supposé qu'elles étaient toutes paires, il n'y a pas de fermions, sinon c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire. Évidemment, ils n'ont pas de nombre de fantômes, c'est comme les xi sur une variété, ou les xmu sur une variété. Donc c'est 0 partout. Mais alors maintenant, la règle est que pour chaque transformation de jauge, on introduit un fantôme. Donc ici, j'ai des transformations de jauge qui sont paramétrisées par RI alpha, donc par alpha. Donc je vais avoir des fantômes qui seront appelés C alpha. Je vais les appeler C alpha. Donc, mais alpha, pourquoi? Pourquoi alpha? Donc c'est le nombre de transformations de jauge dans la description qui apparaît là. D'accord? Alors, puisque mes symétries de jauge sont des symétries bosoniques sur des champs bosoniques, les fantômes sont des variables qui anticommutent. Donc pour chaque transformation de jauge, j'introduis un fantôme qui est une variable qui anticommute.
il a un nombre de fantômes pur égal à 1, nombre d'antichamps 0, et donc 1 moins 0, ça fait 1. Et ensuite, la règle est que s'il y a des relations de réductibilité, donc s'il n'y a pas de relation de réductibilité, on s'arrête. Il n'y a plus rien à faire. Si toutes ces transformations de jauge sont indépendantes, il ne faut plus rien faire. Si elles ne sont pas indépendantes et qu'on a des relations de réductibilité comme ici, pour chaque relation de réductibilité, on introduit un nouveau fantôme. Donc l'indice libre, bon, c'est gamma. Donc j'ai autant de relations de réductibilité qu'il y a de valeurs de gamma. Donc je vais introduire des champs que j'appelle C gamma pour chaque relation de réductibilité. Et chaque fois, on augmente on inverse la parité et on augmente le nombre de fantômes purs. Donc ça va être maintenant des champs qui commutent. Et leur nombre de fantômes purs, c'est 2. C'est la règle. On va voir que cette règle est très cohérente et permet effectivement de remplir ça. En fait, d'ailleurs, je pourrais, disons, peut-être suivre une démarche beaucoup plus piéton et vous dire, ah ben oui, si on veut avoir ça, on est obligé d'introduire ça. Mais je préfère vous donner les choses d'emblée et puis vérifier, parce que sinon, ça prendrait toutes les leçons. Puisqu'on le sait, autant utiliser ce qu'on sait. Il n'y a pas d'antichamp, je n'ai pas encore parlé d'antichamp, donc c'est 0, et le nombre de fantômes total, ça moins ça fait 2. Alors, la règle suivante, voilà, maintenant on s'arrête du côté des fantômes. S'il y avait des réductibilités sur les réductibilités, il faudrait introduire encore plus de fantômes à un niveau suivant qui tient compte de cela. Mais comme j'ai supposé que les conditions de réductibilité-là étaient indépendantes, il n'y a plus rien à faire. On s'arrête maintenant. On appelle ça les champs fantômes, et ça, parfois, on les appelle les fantômes de fantômes. C'est parce que la réductibilité correspond en quelque sorte à une transformation de jauge sur les fantômes, et donc on introduit des fantômes pour cette transformation de jauge, mais comme ça agit sur des fantômes, c'est des fantômes de fantômes. Bon, c'est la terminologie, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, l'étape suivante, c'est à chaque champ, et je vais appeler ça de manière générale les champs. Donc les champs, c'est les champs de départ. Et maintenant, je vais appeler ça les champs, et si je veux les traiter ensemble, je les appelle phi A, avec une lettre capitale latine. Donc phi A, ça veut dire soit phi I, soit C alpha, soit C gamma. J'introduis un antichamp. Donc je vais avoir des antichamps phi bar I, et je les amène avec un star. Donc phi star I, C star alpha, C star gamma. Et la règle est assez simple. Donc, d'abord, ils sont en même nombre. Et la parité est chaque fois opposée. Donc, si les champs sont commutants, leurs antichamps sont anticommutants. Si les fantômes sont anticommutants, leurs antichamps sont commutants. Ceux-ci sont commutants, donc leurs antichamps sont anticommutants. Donc, l'idée, c'est qu'on associe à une variable paire une variable impaire, à une variable impaire une variable paire. Alors, eux n'ont rien à voir avec les nombres de fantômes purs, donc c'est 0 ici, mais par contre, ils comptent, ils contribuent au nombre d'antichamps. Ben, ça va être 1 pour celui-ci, et de la même manière qu'on augmente, ça c'est une sorte d'antichamp d'antichamp, donc on va mettre 2, et là c'est antichamp d'antichamp, c'est 3. Et si je fais la différence, pour avoir le nombre de fantômes total, il ne faut pas que je me trompe, 0 moins 1 c'est moins 1, donc cela compte négativement moins 3. Donc ça c'est les champs, et le spectre complet. Et là je vais noter, j'appelle ça de manière collective les antichamps, et je les dénote phi star A. Alors, on va maintenant travailler dans l'espace des fonctions de tout cela. Donc, quand je parle de fonction, ça va être une fonction des champs, donc ça veut dire aussi des fantômes de fantômes, et des antichamps de tout cela. Donc f, si je ne précise pas l'argument, c'est une fonction de tout cela, et c'est ces fonctions-là qui forment mon algèbre, donc mon espace vectoriel, et même il y a un produit, je peux multiplier, c'est la multiplication comme on multiplie les formes,
et ça va être gradué commutatif, c'est pour ça que je vous ai parlé de la parité. Donc, par exemple, le produit C alpha C bêta, C moins C bêta C alpha. Le produit C alpha phi star I, c'est des objets qui anticommutent, c'est moins phi star I C alpha. Donc ça, c'est ce qui contrôle les signes que vous avez quand vous commutez des objets. Donc c'est pour ça que je l'ai donné. Mais donc vous voyez que c'est comme si j'introduisais à côté des deux formes qui sont données des produits par des produits de deux formes, de informes, pardon, j'introduis deux formes indépendantes ici. Il y a des choses en plus que simplement les produits, en degré 2. Alors, on a une structure. Bon, vous voyez qu'il y a une sorte de. Enfin, c'est évident, on l'a construit comme ça. Chaque champ a son antichamp. Et donc, c'est un peu comme si vous pensez à l'espace des phases, chaque Q a un P. Donc, on va introduire une structure de crochet, comme dire que P est canoniquement conjugué à Q. Mais le crochet ici est un peu bizarre puisqu'il va mettre ensemble une variable paire avec une variable impaire. Une variable impaire avec une variable paire. Donc ça s'appelle pour cette raison un anti-crochet. Donc ça ressemble très fort au crochet de Poisson, comme on va le voir. Et on l'appelle l'anti-crochet pour se rappeler qu'il y a que même si c'est analogue au crochet, mais ce n'est pas tout à fait comme le crochet. Donc je vais introduire une structure, je définis. Et donc c'est dénoté par une parenthèse. Donc f et g sont deux fonctions de toutes ces variables. Et l'anticrochet est défini, je vous donne la définition et puis j'explique. Dérivée droite de f par rapport à phi a, dérivée gauche de g par rapport à phi star a, avec une sommation, et il y a des intégrales, hein, c'est des fonctionnels, il y a des x qui se cachent, donc il y a une intégrale sur x, hein, moins donc ça ressemble très fort à la formule que vous connaissez qui vous donne le crochet de Poisson de deux fonctions de Q et de P, sauf qu'il faut être prudent parce qu'il y a des variables qui commutent et qui anticommutent. Alors, ce que j'appelle dérivée droite de f, donc si je varie f par rapport à phi a, par exemple, alors j'appelle la dérivée gauche d'abord, c'est ce que j'obtiens quand je mets la variation de phi à gauche. Donc ça, c'est ce que j'appelle la dérivée gauche de f par rapport à phi. Hein. Et donc la dérivée droite, c'est ce que j'obtiens quand je mets la variation de phi à droite. Donc vous voyez que dérivée gauche et dérivée droite peuvent différer par un signe. En fait, ça va différer par un signe quand. Mais si f est un objet qui commute et si phi est une variable anticommutante, si f est commutant, si je retire une variable anticommutante, ce qui va rester est anticommutant. Donc quand je vais passer ça de l'autre côté, j'attrape un signe moins. Donc je vais obtenir une phase, de manière générale, la dérivée droite de f par rapport à n'importe quelle variable zm, c'est moins 1, qui va être la parité de zm fois la parité de f plus 1. Plus la parité de Zm, pardon. Oui, que je pourrais écrire plus 1 d'ailleurs, parce que epsilon m au carré, si epsilon m vaut 0 ou 1, son carré vaut 0 ou 1, la même chose. Hein. C'est idempotent. Donc voilà, donc fois la dérivée gauche. Donc il faut être prudent avec les signes, et c'est à peu près la seule chose dont on doit se souvenir, c'est que, attention aux signes, parce qu'on a des objets qui... Tout est au sens gradué, disons. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair ceci? Donc, on voit qu'effectivement, la phase c'est toujours 1, sauf lorsque epsilon m est égal à 1 et epsilon f plus epsilon m, c'est-à-dire est égal à 1. Donc, il faut que que f soit bosonique et m soit fermionique pour obtenir une phase non triviale. Oui, donc, les objets de parité paires, je vais parfois les appeler des variables bosoniques,
les objets de parité impairs, je vais les appeler parfois des variables fermioniques. Donc c'est la terminologie que j'adopte. Parce que quand on quantifie, ça devient effectivement des champs qui obéissent soit à la statistique de Bose, soit à celle de Fermi. Bon. Alors, l'anticrochet obéit... En fait, je parlerai des propriétés géométriques de l'anticrochet à la dernière leçon. On va voir que ça correspond à une structure symplectique impaire et qu'il y a des tas de choses qui peuvent être dites et intéressantes. Mais je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais simplement lister les propriétés de l'anticrochet qu'on peut directement tirer de la définition. Tout d'abord, vous voyez que l'anticrochet, donc toutes les conditions de parité auxquelles on est habitué changent. Par exemple, quelle est la parité de Grassmann de FG? Vous voyez que j'enlève un champ et j'enlève un antichamp, quand je calcule ça, qui a la parité opposée. Donc cette opération-ci va va changer la parité. Donc je vais obtenir la parité de F plus la parité de G plus 1. Alors le nombre total de fantômes, je vais l'appeler GH, comme Ghost. Si je regarde le nombre de fantômes de FG, vous voyez que j'enlève un champ, mais j'enlève aussi l'antichamp correspondant, qui a un nombre de fantômes, l'antichamp correspondant, si je regarde les choses, là j'ai 0, là j'ai moins 1, là j'ai 1 et moins 2, là j'ai 2, là j'ai moins 3. Mais si j'enlève quelque chose de négatif, ça me donnera du positif. Et donc finalement, à chaque coup, j'ajoute une valeur 1 au nombre de fantômes total. Donc ça va être le nombre de fantômes de F, plus le nombre de fantômes de G, plus 1. Parce que j'ai soustrait plus que ce que j'ai ajouté. Avec un signe moins, ça vous donnera plus 1. D'accord ? Notez que c'est homogène du point de vue nombre de fantômes, ça ajoute 1. Ce n'est pas homogène du point de vue... Il y a plusieurs manières d'arriver à 1 ici. C'est qu'on peut soustraire 0 et puis soustraire moins 1, mais on peut le faire 1 et 2, 2 et 3. Donc ces nombres-là ne vont pas être homogènes en général, mais ceci, c'est toujours garanti qu'on ajoute 1. Alors, les propriétés, vous savez que le crochet de Poisson est antisymétrique. Est-ce que l'anticrochet est antisymétrique? Il l'est au sens gradué, donc ça veut dire qu'on a la même relation, mais avec un signe qui va dépendre des parités, et en fait, et ça je vous laisse vérifier, c'est moins 1 epsilon f plus 1, epsilon g plus 1, gf. Alors, c'est une propriété qui découle directement de la définition, qui n'est pas très compliquée à démontrer, mais comme il y a beaucoup de signes dont il faut faire attention, à propos desquels il faut faire attention, ça prend trop de temps à le faire au tableau, mais il n'y a vraiment aucune subtilité. Vous devez remplacer les dérivées gauches par des dérivées droites en utilisant cette relation. Vous devez commuter ça avec ça, puisqu'il faut mettre G d'abord et puis F après. Il faut remplacer gauche par droite. Donc ça vous donnera, chaque opération vous donne des signes, mais si vous faites les choses proprement, vous trouvez qu'en fin de compte, ça c'est le signe qu'on obtient. Et donc en particulier, vous voyez que si F et G sont toutes les deux des variables bosoniques, donc qui commutent, epsilon F vaut 0, epsilon G vaut 0, vous allez avoir moins 1 à la puissance 1, avec un moins qui est ici, donc c'est symétrique. Donc vous allez avoir que boson avec boson, c'est 0, c'est symétrique, c'est égal, donc B1, B2, c'est B2, B1. Deux fonctions commutantes vont avoir un anticrochet symétrique, mais dans tous les autres cas, vous obtenez un signe moins, parce qu'on aura soit de ça qui est égal à 0. Alors, autre propriété de l'anticrochet, qu'est-ce qu'on sait sur le crochet de Poisson? On sait qu'il agit comme une dérivation. Donc l'anticrochet, ça c'est normal parce que c'est défini en termes d'opérateurs de dérivée. L'anticrochet, et à nouveau c'est un exercice
uniquement sur manipulation des... donc je vais écrire peut-être toutes les propriétés ici. Je vais les faire dans le même ordre que dans mes notes. Donc si vous regardez FGH, l'anticrochet, vous devez prendre la dérivée, ça obéit à la règle de Leibniz, hein, donc vous allez pouvoir développer. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est les signes. Alors, le signe où je fais sortir F devant, il n'y en a pas. Par contre, si je fais passer G de l'autre côté, ça doit passer à travers H et ça doit passer... Bon, ça me donne finalement un autre terme qui est plus moins 1 à la... qui va dépendre donc de la parité de G, la parité de H plus 1, fois FH G. Et on a donc, à nouveau, c'est uniquement utiliser la règle de Leibniz pour les dérivées premières et faire bien attention aux signes. Donc je vous laisse les vérifier tout ça comme exercice, hein. C'est des exercices un peu longs et pas particulièrement passionnants, mais pas compliqués. D'accord? Donc à nouveau, il faut... Bon. Alors, on a une relation semblable lorsque, pour le produit ici, à nouveau, là, cette fois-ci, il faudra utiliser la dérivée gauche d'un produit. Alors, c'est FGH plus moins 1 à la puissance, alors cette fois-ci, c'est G qui passe à travers, G epsilon F plus 1, G anticrochet de F avec H. Donc ça, c'est des propriétés qui correspondent aux propriétés semblables du crochet de poisson, hein. Donc on dit parfois que ça agit comme une dérivation. C'est une règle de Leibniz avec une phase, avec un signe, pardon. Et puis, à quoi obéit aussi le crochet de poisson? L'identité de Jacobi. Donc on va aussi avoir une identité de Jacobi ici, qui vient du fait que les dérivées secondes ne commutent pas tout à fait, mais commutent au sens gradué. Donc il y a des simplifications qui apparaissent quand on écrit bien les choses avec le signe qu'il faut. Et on peut écrire l'identité de Jacobi pour l'anticrochet de la manière suivante. Moins 1 à la puissance epsilon f plus 1 epsilon h plus 1. Donc c'est un crochet triple, un anticrochet triple, F, G, H, plus cyclique, plus les termes que vous obtenez par permutation cyclique de F, G et H. Donc il y aura un terme avec G, H, F, et le signe correspondant, et puis un terme avec H, F, G, et le signe correspondant, plus cyclique, égal à 0. Et à nouveau, c'est exactement la même démonstration pour le crochet de poisson. Simplement, il faut être prudent, il faut être précautionneux avec les signes. Donc, je ne vais pas démontrer ça. Je vous laisse. Si jamais il y a des difficultés, vous m'en faites part la semaine prochaine, mais c'est conceptuellement assez direct. Enfin, peut-être il y a des difficultés, vous n'hésitez pas de m'en parler la semaine prochaine s'il y a un problème. Mais en particulier, on a la propriété. Donc, il y a des questions ici, donc peut-être pendant que vous réfléchissez à s'il y a des questions, je vais faire de la place. Donc j'ai bien conscience, je suis en train d'introduire une machinerie assez lourde, mais c'est super puissant. Ça va permettre de tenir compte de toutes les possibilités concernant la structure des symétries de jauge. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Donc, et en plus, ça a une certaine élégance, comme on va le voir. Donc j'ai introduit la notion d'antichamp. Donc on a les champs fantômes et les antichamps. J'ai introduit la notion d'anticrochet. Et maintenant, on va faire une observation assez évidente. Je vous ai dit, si j'ai une fonction qui est paire,
En fait, je ne l'ai pas dit, mais ça découle d'ici. Supposons que je prenne 2 fois le même B. Comme c'est symétrique, rien ne me dit que c'est égal à 0. Hein, on sait que le crochet de Poisson du Hamiltonien avec lui-même, c'est 0 parce que ça vient de l'antisymétrie. Mais ici, si je prends une fonction paire et que je prends son anticrochet avec elle-même, il n'y a aucune raison que ce soit égal à 0 parce que c'est symétrique. Et en général, écrivez une fonction paire arbitraire et calculez son anticrochet avec elle-même, ce ne sera pas 0. Donc en général, donc ça c'est une observation. Donc je vais écrire ça comme ça, B est différent de 0. Par contre, ce que je peux toujours dire, et ça c'est l'identité de Jacobi qui me l'implique, c'est que le crochet triple, donc de 3 fois la même quantité commutante, donc bosonique, est égal à 0. Et comment on voit ça? Regardons la relation ici. Supposons que je mette 3 fois B. Bon, la phase va être toujours la même, donc je vais avoir 3 fois le même terme. Hein, puis les cycliques vont me donner chaque fois B, plus. Donc 3 fois la même chose est égal à 0. Donc l'identité de Jacobi garantit, peut-être que BB n'est pas égal à 0, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, quel que soit B, on a toujours ça. Alors, ceci me permet de démontrer la propriété suivante. Donc soit S, grand S, une fonction paire, donc bosonique ou paire, enfin j'utilise les... Donc ça veut dire epsilon S est égal à 0. Je prétends que SF est une dérivation. Donc je définis petit s, f comme l'anticrochet de ce f avec la fonction grand S. Je prétends que ceci est une dérivation. Donc S défini par est une dérivation. Je devrais dire une antidérivation. Antidérivation. Qui en fait augmente le degré, donc qui change bien le degré. Hein. Donc si S est pair et F est impair, comme l'anticrochet est impair, ceci me donnera bien quelque chose qui a l'autre parité, hein, puisque l'anticrochet est impair. Donc ça change la parité, et c'est une antidérivation. Pourquoi? Ça vient de cette propriété ici. Donc si je mets S, FG, je vais obtenir, bon, écrivons-le, petit s agissant sur FG, par définition, c'est l'anticrochet de grand S avec FG. C'est donc, par la propriété qu'on a établie là, grand S avec F fois G, plus, alors il y a un signe qui apparaît et qu'il faut faire passer G devant. Donc F est égal dans ce cas-ci à epsilon F est égal à 0. Donc vous voyez apparaître juste la parité de G. Donc c'est bien ce qu'on a, la propriété qui apparaît pour l'antidérivation. Donc j'aurai epsilon G fois G. Pardon, fois. Qu'est-ce que je raconte? C'est F ici, oui. Donc je n'ai pas pris les. Donc c'est epsilon F, F fois S grand G. Et donc ça c'est S, petit s F par définition. Et ça c'est petit s G. Donc vous voyez que ça fait bien apparaître, c'est bien une antidérivation. Ça obéit à la règle de Leibniz graduée et ça change la parité. Et ce que je dis, c'est qu'en plus c'est une différentielle, donc S est une antidérivation qui sera de carré nul si l'anticrochet de S avec elle-même est égal à 0. Oui? Quand vous dites on fait des produits, on a une parité des champs et des antichamps, ça veut dire que quels sont les degrés de C alpha et C star alpha par exemple?
Oui, pour les parités, c'est ici. Donc ça vous dit si ça commute ou anticommute. Donc ça veut dire, quand j'écris ça, c'est epsilon de C alpha est égal à 1. Donc ça veut dire que dans les produits, C alpha va anticommuter avec toute autre variable de parité 1. Mais est-ce que ça veut dire que dans l'algèbre, les C alpha ont degré 1 par exemple? Ils ont parité 1, donc il y a plusieurs degrés qui apparaissent. Il y a la parité qui détermine les relations de commutation. Mais à côté de ça, il y a d'autres graduations qui sont, si vous regardez le nombre de fantômes, c'est 1 aussi. Donc il y a une corrélation entre les deux ici. Mais Donc il y a plusieurs degrés dans l'algèbre. il y a plusieurs degrés, oui. Donc c'est ceux-là que j'ai écrit. Il y a d'abord un qui détermine les relations de commutation pour le produit, qui est le premier. Et puis les autres, c'est des degrés supplémentaires qui... Alors il se fait que souvent les deux sont liés, mais a priori ça pourrait être... parce que si par exemple j'ai des symétries de jauge qui sont décrites par un paramètre fermionique, le fantôme correspondant sera bosonique, mais néanmoins il aura toutes les autres variables, les autres degrés pareils. Donc quand j'écris epsilon f ou epsilon g, je me réfère à la première colonne, parce que c'est celle-là qui détermine les relations les signes qui apparaissent quand on échange dans un produit. Et donc ce que je veux montrer, ce que je dis maintenant, c'est que si S est solution de cette équation-ci, qui est non triviale parce qu'a priori ça peut être non nul, alors la différentielle que S définit à travers cette relation, l'antidérivation que S définit à travers cette relation est de carré nul. Et donc S est une différentielle. Et comment on voit ça? Eh bien, ça je vous laisse à nouveau. Donc on va calculer, on va agir deux fois sur F avec S. Donc ça c'est, je veux calculer S carré F. Donc j'agis une première fois avec S, et puis j'agis une deuxième fois avec S. D'accord? Donc c'est ça que je dois calculer. Alors, par Jacobi, Jacobi a trois termes, donc vous allez pouvoir relier ceci à FSS. Probablement un demi, parce que celui-là apparaît deux fois dans Jacobi, celui-là une fois. Enfin, donc c'est pour ça que je mets ce symbole, il y a peut-être aussi un signe. Donc, comme je n'ai pas envie de le calculer, mais c'est clair comment les trois termes, il y en a deux qui vont être pareils, égaux à ça, et puis le troisième va faire apparaître cet autre crochet. Et on peut montrer que les deux qui sont égaux sont bien égaux et avec le même signe, ce n'est pas qu'ils se soustraient. Et donc, d'ailleurs, ceci n'est pas identiquement nul, donc c'est mieux, ça vaut mieux. Mais donc, on peut réécrire ça en termes de FSS, et donc si S avec elle-même, la fonction S avec elle-même a un anticrochet nul, ceci c'est 0. Et donc, par l'anticrochet, toute fonction paire S qui a un anticrochet nul avec elle-même définit une différentielle. Et on peut parler de cohomologie. Et la différentielle BRST que je vais introduire correspond à une solution particulière de cette équation. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc ça c'est un théorème général. Prenez n'importe quel S qui satisfait à ça, ce que j'ai dit était correct. Maintenant, je vais choisir un S très particulier qui va jouer le rôle clé dans toute la construction BRST, et il va obéir à cette équation SS égale à 0, qu'on appelle dans ce cas-là l'équation maîtresse classique, parce qu'il y aura une équation maîtresse quantique. D'accord? Donc maintenant, je vous dis la différentielle BRST, comment on l'obtient. On applique ce théorème pour une fonction S particulière. Alors, l'anticrochet, on a toutes les propriétés en tête. Donc, je peux effacer. Je vais avoir besoin des graduations, donc ça, je n'efface pas. Donc maintenant, je vais introduire la différentielle BRST.
c'est ce qu'on appelle l'équation maîtresse classique. Ben donc, on définit la différentielle BRST exactement par la formule qui est là. Donc, on définit S par l'anticrochet avec une certaine fonction grand S, où la fonction grand S est ce qu'on appelle la solution de l'équation maîtresse, obéissant à certaines conditions supplémentaires. Donc, ça obéit à SS égale à 0. Donc, on a vu que ça définissait une différentielle, effectivement. Avec comme condition supplémentaire, ben, on dit comment S doit démarrer. Donc, on veut que S contienne l'information sur la théorie de jauge, sur l'action, etc. Donc, en fait, S, oui, d'abord, je dois ajouter S est solution de l'équation maîtresse et obéit à deux conditions supplémentaires. Le nombre de fantômes de S est égal à 0. Et bien sûr, S est bosonique, hein, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens, ça c'est automatiquement 0 sinon. Donc epsilon S, c'est égal à 0. Donc c'est un objet pair de nombre de fantômes 0, et on définit SF comme cela. Et on demande que S obéisse à certaines propriétés que je vais appeler initiales. En fait, on peut développer, donc chaque S a le nombre de fantômes total 0. Mais il y a plusieurs manières de voir 0 comme la soustraction de deux termes. Il y a même une infinité de manières. Donc on va développer S en le nombre d'antichamps. Bon, ce qui dans ce cas-ci revient à la même chose que le nombre de fantômes purs. Donc je vais, dans S, je vais avoir un terme qui aura un nombre d'antichamps 0 pour commencer, c'est la valeur la plus basse, le nombre d'antichamps est toujours positif ou nul. Puis je vais avoir un terme S1, puis je vais avoir un terme S2, etc. Où donc le nombre de fantômes de Sn, c'est toujours 0, mais le nombre d'antichamps, écrivons ça comme ça, c'est n. Et donc le nombre de fantômes purs, ce sera n aussi, puisqu'il faut que n moins n soit 0. D'accord ? Donc chaque fois que j'ai des antichamps, j'aurai compensation par des fantômes qui donnent le même nombre total, qui donne un nombre total égal à 0. Et donc ceci, ça va être le terme qui ne contient pas d'antichamp, parce qu'il faut avoir 0. Les antichamps contribuent tous positivement, ceux-là 2 fois plus que ceux-là 3 fois plus que celui-là. Mais pour avoir 0, on est obligé de n'avoir aucun antichamp. Donc S0, en fait, on demande que ce soit effectivement l'action classique. Donc on demande que ça démarre comme l'action classique. Et on impose aussi une condition sur S1, et on impose aussi, dans le cas où on a des réductibilités comme ici, une condition sur S2. Donc on cherche une solution de l'équation maîtresse qui démarre d'une certaine manière. Alors comment ? S0 donc démarre, ça veut dire dans cette expansion, ce développement en nombre d'antichamps. Donc nombre d'antichamps 0, ça doit être l'action classique. Nombre d'antichamps 1, on veut que ça contienne l'information sur les transformations de jauge. Alors l'avantage des notations, c'est qu'elles réfléchissent pour vous. Donc on met les RI alpha et on doit saturer les indices pour ne plus avoir d'indices. La seule chose que je peux faire, c'est multiplier par C alpha ici et phi star I. Donc on sature les indices de manière à ce qu'il n'y ait plus rien libre. Mais on veut que ce soit construit à l'aide des transformations de jauge. Donc ça contient l'information sur les transformations de jauge. Et vous voyez bien que ça marche, puisque j'ai un nombre... D'abord, la parité totale est bien nulle, c'est bien un objet qui commute ceci, parce que ça anticommute, mais il y a un autre qui anticommute. Donc ça va. Là, c'est nombre de fantômes 1, là, c'est nombre de fantômes moins 1, donc ça fait bien 0. Donc c'est bon. Et on demande ensuite que S2 démarre avec l'information sur les... Donc là, c'est l'information sur les transformations de jauge. Vous voyez qu'on a remplacé le paramètre de jauge, disons quand on écrit ceci, par le fantôme, qui est une variable qui a la parité opposée, ça anticommute.
Et puis ici, on va prendre les Z qui apparaissent dans les conditions de réductibilité. Et à nouveau, il n'y a pas moyen, il n'y a pas 36 000 manières de saturer les indices. Le alpha, ben, on va le saturer avec... Il est en haut, donc il faut le saturer avec quelque chose que j'ai appelé C star alpha. Et puis là, ben, il faut mettre C gamma. Donc ça, c'est bien nombre de fantômes moins 2. Et ça, c'est nombre de fantômes 2, donc ça fait bien du nombre de fantômes total 0. Donc ça a bien antichamp 2, puisque c'est bien S2. Mais il y a plusieurs il y a une autre manière de faire quelque chose qui est le nombre d'antichamps 2 est toujours linéaire en les fantômes C alpha, donc je vais l'écrire explicitement, même si en fait ça suit automatiquement. On demande que le terme suivant, c'est ce qui fait apparaître le n. Donc le n qui est là dans les conditions de réductibilité apparaît également dans la construction. Puis plus des termes au moins quadratiques en les fantômes. Ben, en fait, je pourrais avoir en nombre de fantômes pur 2, je peux avoir un produit de 2C, et par exemple un produit de 2 phi star, ou un produit de 2C et un C star alpha. Donc il y a d'autres termes qui satisfont les conditions de degré. Ceux-là, on ne les écrit pas parce qu'ils vont automatiquement être déterminés par cette condition. Donc ce que je prétends, et là maintenant la chose suivante, ça c'est le théorème. Il y a un théorème qui dit que la solution de l'équation maîtresse avec ces conditions initiales existe. Ce n'est pas entièrement évident. On va voir comment on le démontre. Et en fait est unique à une transformation canonique dans l'anticrochet près. Alors, qu'est-ce que c'est une transformation canonique dans l'anticrochet? C'est une transformation qui préserve l'anticrochet. Donc c'est clair que si je fais une transformation canonique et que je démarre avec une fonction dont l'anticrochet avec elle-même est égal à 0, puisque l'anticrochet n'est pas changé par la transformation canonique, j'aurai toujours une fonction qui obéit à l'équation SS égale à 0. Donc, on va démontrer cela. Donc, il n'y a pas unicité de l'équation, même avec ces conditions-là. Donc, en d'autres termes, je vais démontrer qu'il y a moyen de compléter le début qu'on s'est donné de manière à remplir cette équation. Et qu'il y a une certaine ambiguïté dans la manière de compléter, mais que cette ambiguïté, on peut complètement en rendre compte par une transformation canonique dans l'anticrochet. Et en fait, on peut même dire plus. On a vu qu'il y avait une ambiguïté dans les R, il y a une ambiguïté dans les Z, je peux faire des redéfinitions, comme on l'a vu. On va voir aussi que cette ambiguïté, on peut complètement en rendre compte par une transformation canonique dans l'anticrochet. Donc l'ambiguïté du formalisme est complètement contenue dans une transformation canonique, au sens de l'anticrochet. C'est ce qu'on va montrer. Donc, ici, je vous ai dit, voilà la différentielle. Donc, j'ai pas encore, il y a des choses dures encore à démontrer, mais donc, l'idée est la suivante. Je vous dis, voilà, la différentielle BRST, elle est définie à partir d'une solution de cette équation-ci qu'on appelle l'équation maîtresse classique, qui démarre comme ça, dans un développement en antichamp, en nombre d'antichamps. D'accord? Donc, je dois vous démontrer. Donc, il y a plusieurs choses que je dois faire. 1, je dois vous démontrer que la solution existe. 2, on va contrôler l'ambiguïté. Et 3, et surtout 3, parce que pour la physique, c'est ça qui est important, c'est une fois qu'on aura S, c'est vous relier la cohomologie de S aux observables, parce que c'est quand même ça qu'on a en tête pour la physique. Oui? Pourquoi l'équation maîtresse, c'est SS égale 0 et pas SS égale constante? Est-ce que ça suffit pour que S soit une... Oui, mais SS, oui, donc c'est SS, effectivement, égale à constante serait possible, mais des constantes anticommutantes, il n'y en a pas beaucoup. Or, SS, ça change la parité, c'est un nombre qui anticommute. Donc malheureusement, il n'y a pas de constante réellement. Il y a des champs qui anticommutent, mais il n'y a pas de constante disponible, donc c'est 0. En plus, le nombre de fantômes, 1, parce qu'en plus, le nombre de fantômes est augmenté par l'anticrochet, nombre de fantômes 0, nombre de fantômes 0, mais 1 à cause de l'anticrochet, donc il n'y a pas de constante de nombre de fantômes 1 qui anticommute.
qui pourrait être le membre de droite, mais sinon c'est vrai qu'a priori, ça pourrait être présent. Oui, donc ça, je ne l'ai pas dit ici, mais on va le voir tout de suite. Donc, non, on peut dire que S est en nombre de fantômes 0. On a bien que le nombre de fantômes de SF, c'est le nombre de fantômes de F, pardon, le nombre de fantômes de F plus 1. Ça vient du fait que l'anticrochet porte un nombre de fantômes égal à 1, donc il augmente de 1. J'aurai 0 plus le nombre de fantômes de F plus 1, donc c'est bien ce que j'ai écrit. Et on a aussi que la parité est changée, ça je l'ai peut-être déjà, non, je ne l'ai pas encore écrit, donc epsilon de SF, c'est epsilon de F plus 1, voilà. Donc c'est bien le différentiel de ce point de vue-là. Et donc j'ai deux choses à faire. C'est vous montrer l'existence de la solution et deux, vous montrer que la cohomologie est la bonne cohomologie. Donc puisque le nombre de fantômes c'est la graduation adaptée à S, on va s'intéresser à la cohomologie en nombre de fantômes 0 de S, et c'est ça qu'on va relier aux observables. C'est ça qu'on va relier aux observables la semaine prochaine, parce que j'ai l'impression que cette semaine-ci, je vais juste vous dire comment on démontre l'existence de S. En fait, l'existence de S est garantie par l'identité de Jacobi qu'on utilise, ou les identités de Jacobi répétées qu'on utilise à toutes les sauces. Enfin, pour arriver à la... En fait, S contient l'information sur toute la structure de l'algèbre de jauge. Donc je vais vous dire comment on démontre ça. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-ci? D'autres questions? Oui? Oui, donc effectivement, dans mes champs, je pourrais avoir des fermions. Et c'est juste pour me simplifier la vie et pas avoir des signes dont, ou certainement au tableau j'aurais fait des fautes. Donc c'est pour éviter ces fautes-là que j'ai supposé qu'ils étaient bosoniques au départ. Mais effectivement, en supergravité, par exemple, puisque pour une théorie de jauge, on aurait à côté du graviton le gravitino, qui lui est décrit par un champ anticommutant. Donc là, on aurait un. Et pour les donc les parités sont différentes. Mais c'est juste pour me simplifier la vie que j'ai fait cette hypothèse-là. Il n'y a rien de profond. Et ce n'est pas une limitation fondamentale, puisqu'on peut développer le formalisme en général, même si... Donc non seulement s'il y a des champs qui au départ sont fermioniques, si on a des transformations de jauge qui au départ sont fermioniques et donc décrites par un fantôme bosonique, tout ça, on peut le faire. Bien, alors je vais... Donc, j'ai deux choses à faire, comme je l'ai dit, démontrer l'existence de S, et une fois qu'on aura démontré l'existence de S, y compris les ambiguïtés éventuelles, calculer la cohomologie, qui va nous relier à la physique. Donc, c'est un peu une machinerie énorme, mais on va voir que, effectivement, ça contient bien la physique. Alors, pour démontrer l'existence de S, je vais introduire d'abord une autre différentielle. Et en fait, c'est parce que c'est lié de manière très étroite, comme on va le voir, à ce développement en nombre d'antichamps, qu'on appelle la différentielle de Koszul-Tate. Donc on va voir qu'elle apparaît dans la construction de S naturellement, mais donc je l'introduis d'abord et puis on va voir en quoi elle est intéressante. Et je vais l'appeler delta. Et puisque j'ai une algèbre, je peux définir delta sur les générateurs, et puis par la propriété d'antidérivation, j'ai delta sur n'importe quoi. Donc, delta phi, c'est agissant sur les champs et les fantômes, delta est très simple, c'est 0. Donc delta ici ne se réfère pas à la transformation de jauge, c'est une différentielle que j'appelle delta. Il n'y a pas 36 000 lettres, donc il faut bien certaines qui servent à plusieurs
rôle. Donc, sur les fantômes et sur les champs de départ, c'est 0. Donc, ça n'est réellement intéressant que sur les antichamps. Donc, je dois vous dire ce que c'est sur phi star i, je dois vous dire ce que c'est sur C star alpha. Et peut-être que je l'écris d'abord, j'aurais peut-être pas assez de place. Alors, sur phi star i, c'est juste la variation de l'action par rapport au phi, donc les dérivés fonctionnels de l'action par rapport au phi. Sur les C star alpha, mais ça fait apparaître les coefficients des transformations de jauge R alpha I, phi star I. Et sur les C star gamma, ça fait apparaître les conditions de réductibilité avec le coefficient n gamma ij. Donc, alors, l'intérêt, on va voir que delta est un morceau de la différentielle BRST qui joue un rôle important dans le calcul de la cohomologie, mais pour le moment, j'ai introduit ça comme ça. Voyons que c'est bien une différentielle, qu'elle est de carré nul. Donc d'abord, peut-être avant cela, on voit qu'en fait, delta fait descendre le degré en antichamp. Donc les équations du mouvement ont un degré en antichamp 0, phi star i degré d'antichamp 1, donc delta agit en faisant descendre le degré. Donc on parle plutôt d'homologie dans ce cas-là. C'est comme le bord du bord. Le bord a une dimension de moins. Donc on va parler d'homologie, mais je dirais peut-être cohomologie, mais parce que bon. Mais ce qui est important, c'est que d'abord, ça fait chaque fois descendre de 1 le degré en antichamp. Donc cette fois-ci, c'est le degré en antichamp qui est modifié. Le degré de fantôme pur n'est pas modifié du tout, mais le degré antichamp descend de 1. Vous voyez, ça c'est antichamp 2, ça c'est antichamp 1, ça c'est antichamp 3, ça c'est antichamp 2, et ça aussi c'est antichamp 2. Donc c'est bien homogène en degré d'antichamp, ça le fait descendre de 1. Donc delta agissant sur un produit, on va utiliser la règle de Leibniz pour calculer ce que c'est. Donc dès qu'on connaît son action sur les générateurs, on connaît l'action de delta sur tout. Mais je prétends que delta carré est égal à 0. Alors sur ces variables-là, c'est évident. Sur les antichamps phi star i, c'est évident, puisque là, ça ne dépend que des phi, et le delta des phi, c'est égal à 0. Donc c'est peut-être non trivial sur C star alpha et sur C star gamma. Alors calculons sur C star alpha, c'est delta agissant sur phi star i, c'est-à-dire delta S0 sur delta phi i, RI alpha. Ah, mais pas les identités de Noether, ça c'est 0. Donc en fait, delta carré est nul sur les C star alpha par les identités de Noether. Et sur C star gamma, qu'est-ce qu'on obtient? Ah, c'est C star alpha, c'est C star alpha, donc delta C star alpha, c'est ce qui est là. Donc on obtient phi star i R I alpha Z alpha gamma. Et puis je vais avoir ici à nouveau, mais donc ça n'agit que sur les antichamps, parce que là c'est des choses qui dépendent des champs, donc c'est delta annihile ça, donc ça agit là-dessus. C'est antisymétrique, je vais l'obtenir deux fois, donc je vais avoir delta phi star i qui est delta phi star j nij gamma. Et donc si je ne me suis pas trompé dans les signes, en principe, ça fait 0 par la relation qui est là. Oui, je dois remplacer i par j et probablement permuter, donc j'aurai un signe moins, donc ça va se compenser, donc c'est égal à 0. Donc cette fois-ci, c'est 0. Donc là, c'est les identités de Noether, là, c'est les conditions de réductibilité qui disent que c'est égal à 0. Oui? RI alpha dépend de phi. Donc delta agissant sur phi, c'est 0. Donc ça n'agit sur rien sauf sur les antichamps.
D'accord, donc on a bien vérifié. Donc on a une différentielle, donc on peut parler de. On peut calculer le noyau de delta, l'image de delta et faire le quotient. Donc parler de cohomologie, mais ici, puisque ça fait descendre le degré, je vais plutôt parler d'homologie, mais c'est pareil, la définition algébrique. D'accord, donc pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on peut très facilement calculer d'abord, on peut voir qu'il n'y a pas que c'est trivial en degré strictement positif. Donc cette fois-ci, ici, c'est le degré d'antichamp, hein, puisque delta fait changer le degré d'antichamp. Donc ça, c'est la graduation relevante pour delta. Donc je dis que si vous avez un objet, donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un objet qui est delta fermé et qui est de nombre d'antichamps strictement positif, il est automatiquement delta exact. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc delta A n égale à 0 implique AN égale delta de quelque chose qui est un Bn plus 1, puisque ça fait descendre de 1. Oui? Est-ce que vous pouvez rappeler la définition de cet espace H donc c'est le quotient. Donc Hn de delta, ça va être le noyau de delta en degré n divisé par l'image de delta en degré n. D'accord? Oui, peut-être je l'avais oublié, je n'avais pas écrit. Mais en général, on réserve la lettre grand H pour ces groupes de cohomologie ou d'homologie ici. D'accord? Donc si évidemment tout ce qui est là est automatiquement là-dedans, il ne me reste plus rien quand je prends le quotient, c'est juste 0. Donc c'est ça que ça veut dire. Oui? Donc, en fait, on ne restreint pas, mais on observe la chose suivante, c'est que si vous voulez résoudre l'équation, par exemple, delta A égale à 0, comme delta fait descendre de 1 le degré, cette équation va automatiquement se séparer en des équations indépendantes. Donc, vous allez dire, A, je le développe en A0, plus A1, plus A2, etc. Et quand vous allez développer ça, puis delta A0, vous allez obtenir ça. Mais comme chacun des termes est de degrés différents, si c'est égal à 0, chacun doit être égal à 0. C'est le nombre d'antichamps. Faites bien de poser des questions, parce que je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont introduites en même temps, mais bon, c'est un peu le prix à payer pour traiter une théorie aussi générale que possible. Bon. Et donc la graduation de delta, c'est le nombre d'antichamps, c'est ça qui bouge. Et delta touche à rien d'autre. Et donc, quand on calcule la cohomologie, on peut se restreindre à un nombre d'antichamps fixe, puisque, comme on vient de le dire, l'équation va se séparer, puisque delta est un opérateur homogène. Donc, il ne va pas mélanger des nombres d'antichamps différents. Et donc, je prétends la chose suivante, et on va juste... La démonstration se trouve dans les notes qui se trouvent sur ma page web, dont les références se trouvent sur ma page web. Je vais vous donner une idée de comment on démontre ça. Mais alors H0 delta, par contre, n'est pas trivial. Et H0 delta, alors je vais écrire ça comme ça. Donc c'est peut-être un peu les fonctions sur la surface stationnaire que je dois définir. Et puisqu'il y a les fantômes qui apparaissent, bon, les fantômes, vous voyez qu'ils sont annihilés par delta et il n'y a rien qui donne des fantômes. Donc ils vont tensoriser la stationnaire. Donc je dois définir ceci. Tensorisé par les fantômes. Je l'écris en mots. Tensorisé par les fantômes. Bon, les fantômes sont neutres dans l'histoire. Ils sont annihilés par delta et ils n'apparaissent nulle part dans les relations. Les champs ne sont pas neutres, ils sont annihilés par delta, mais ils apparaissent ici. Donc je prétends cela, et ce que je vais faire pour terminer la leçon d'aujourd'hui,
c'est vous donner une idée de la manière dont ça fonctionne, donc rendre ça plausible plutôt. La démonstration. D'abord, je vais vous dire ce que c'est que la surface stationnaire. En fait, donc il est commode de penser à l'espace de toutes les configurations possibles des champs phi. Donc quand j'écris phi, rappelez-vous, il y a un indice x que j'écris jamais, l'argument. Donc phi de x, c'est une configuration des champs. Alors cette configuration peut obéir aux équations du mouvement, peut ne pas obéir aux équations du mouvement. Ici, j'impose rien. Donc je travaille dans un espace où les phi sont quelconques. Mais maintenant, il existe un sous-espace où les équations du mouvement sont satisfaites. Alors je vais utiliser un langage et une image comme si tout était de dimension finie, alors que c'est des espaces infinidimensionnels sauvages, si je puis dire. Et donc je peux dire qu'il y a une surface où les équations du mouvement sont satisfaites. Je vais dessiner ça. Donc je dis voilà, si je regarde l'espace de tous les phi, il y a des configurations ici qui ne satisfont pas aux équations du mouvement, et il y a des équations qui satisfont aux équations du mouvement. Toutes les configurations qui satisfont aux équations du mouvement, j'appelle ça, elles forment un sous-ensemble. Alors si tout était finidimensionnel, ce serait défini par des équations, ce serait une surface. Donc je dessine des choses comme ça. Je commenterai plus tard pour dire que on a un contrôle de ce type-là, en fait, par la localité, mais ne pensons pas encore à ça. Donc ça, je vais appeler la surface stationnaire. Donc la surface stationnaire, c'est les configurations des champs qui obéissent aux équations du mouvement. Bon. Et je considère des fonctions définies sur cette surface. Et je prétends que des fonctions définies sur ces surfaces, je peux toujours les étendre à tout l'espace. Bon, je vous donne une fonction sur une surface, vous pouvez l'étendre partout dans. Donc, imaginez à 3 dimensions, je vous donne une surface, je vous donne une fonction sur la surface, vous pouvez l'étendre à tout l'espace, et il y a évidemment une infinité de manières de le faire différentes. 2 extensions vont coïncider ici, donc on va avoir une différence qui s'annule ici. Donc je peux voir formellement, je vais mettre des guillemets ici. Donc si j'appelle ça la surface stationnaire sigma, et si j'appelle l'espace de toutes les configurations M, je peux voir formellement les fonctions sur la surface stationnaire comme un quotient, l'espace de toutes les fonctions par l'idéal des fonctions qui s'annulent sur sigma. Puisqu'effectivement, si vous me donnez 2 fonctions ici qui s'annulent sur sigma, elles définissent la même fonction sur sigma. Et inversement, 2 extensions d'une fonction sur sigma vont différer par un élément qui est ici, qui est un idéal, parce que si vous multipliez 0 par n'importe quoi, vous gardez 0. Donc on peut voir, bon, ceci c'est bien défini en finidimensionnel. En infinidimensionnel, c'est un peu plus délicat, mais sautons sur ces problèmes délicats pour le moment, je reviendrai là-dessus la fois prochaine. Mais donc vous voyez que les fonctions sur l'espace stationnaire peuvent se voir comme un quotient. Et ce que je prétends, c'est que ceci, c'est le noyau de delta en degré 0, et ça, c'est l'image de delta en degré 0, qu'on peut tensoriser par les fantômes qui sont neutres tout à fait. Et en fait, c'est assez évident. Vous voyez bien qu'une fonction quelconque, qui ne dépend que des phi, est annihilée par delta. Donc n'importe quelle fonction des champs est delta fermé. Delta de cette fonction est égal à 0. Mais pour qu'elle soit... Mais maintenant, on peut se poser la question, quand est-ce que je peux écrire f comme delta, puisque delta fait descendre le degré de 1, ça va être de delta de phi star i lambda i. Donc quel est le bord le plus général en degré 0 ? Ben, ça va être le delta d'un objet le plus général en degré 1. Donc une combinaison linéaire des fantômes, avec des coefficients qui peuvent dépendre des champs. Ça, c'est en degré 1. Si vous calculez ça, ben ça agit juste sur delta. Donc vous voyez que f sera exact si c'est une combinaison linéaire si c'est une combinaison des équations du mouvement avec des coefficients qui peuvent dépendre des phi. Or ça, c'est la fonction la plus générale qui s'annule sur sigma. Donc ça,
c'est la description du noyau. Et donc vous voyez que la cohomologie de delta en degré 0, c'est donné par les fonctions définies sur la surface stationnaire, vues comme quotient de toutes les fonctions par l'idéal des fonctions qui s'annulent sur la surface stationnaire. Ça, c'est le noyau de delta, ça, c'est l'image de delta. Donc ça, on comprend. Bon, il faut soigner un petit peu la démonstration, je vous ai donné juste l'idée. Hein. Et donc, on écrit la condition, donc je vais arrêter rapidement, on écrit la condition de cycle, que ce soit annihilé par delta. Là, c'est facile parce que tout est annihilé par delta, toute fonction en degré 0 est annihilée par delta, puisque delta phi égale à 0. La condition non triviale, c'est la condition de Bohr. Elle vous dit que quelque chose sera dans l'image de delta, si et seulement si ça s'annule sur sigma. Et donc, quand on prend le quotient, on prend le quotient par les fonctions qui s'annulent sur sigma, ce qui revient à dire qu'on ne considère que les fonctions sur sigma. Deux extensions qui coïncident sur sigma sont dans la même classe de cohomologie. D'accord ? Bon, alors, l'introduction des antichamps de degré plus élevé est précisément faite pour garantir cette propriété-ci. Supposons que je n'ai pas introduit l'essai star alpha. Bon, on va se mettre ici. Supposons que je n'ai pas introduit l'essai star alpha. On peut voir que ça, je vais vérifier, c'est delta fermé en degré 1. Si je n'avais pas introduit l'essai star alpha, ce serait delta fermé et pas delta exact. Ça ne pourrait pas s'écrire comme le delta de quelque chose qui devrait être quadratique en les phi star. Et donc, ce qu'on a fait réellement dans cette construction, on a introduit des variables supplémentaires en degré 2 pour tuer toute cohomologie qui existerait en degré 1. Donc les identités de Noether impliquent qu'il y a des objets fermés. Sans l'essai star alpha, ils ne seraient pas exacts, mais en ayant introduit l'essai star alpha, ils deviennent exacts. On les a construits comme on définit delta C star alpha précisément pour que cet objet-ci soit delta exact. Et donc, cette construction permet de tuer la cohomologie qui existerait en degré 1. Donc les identités de Noether impliquent, à cause du fait que les équations ne sont pas indépendantes, qu'il y a de la cohomologie en degré 1, mais avec les variables, en ayant élargi les choses, on la tue et il n'y en a plus. De la même manière, les relations, si les conditions ici ne sont pas indépendantes, on peut voir que ça, c'est delta fermé. Si je n'introduisais pas ces variables-là, ça ne serait pas delta exact, et donc il y aurait de la cohomologie en degré 2. Mais l'introduction de ces variables est précisément faite pour tuer la cohomologie. Et ça s'arrête ici puisqu'il n'y a pas de relation sur les relations. Donc j'ai vraiment esquissé très rapidement la démonstration, mais l'idée c'est que, bon ça c'est assez facile à voir, puisqu'il y a les équations du mouvement qui apparaissent. Ceci est un peu plus compliqué à démontrer, mais l'idée est que tout ce qui pourrait apparaître en cohomologie a en fait été éliminé par l'introduction des variables supplémentaires. Et donc je vous renvoie, je ne vais pas démontrer ça explicitement ici, parce que c'est un peu lourd, à nouveau, ce n'est pas des choses compliquées mais qui prennent un peu de temps. Je vous renvoie aux références qui sont sur la page web pour effectivement arriver à la conclusion que delta est une différentielle dont la cohomologie est assez facile à contrôler. Il y a quelque chose en degré 0 et il n'y a rien en degré plus élevé. Et donc en particulier, si on veut démontrer que quelque chose est exact, il suffit de démontrer que c'est fermé, ce qui est en général beaucoup plus facile. Parce que démontrer que c'est exact, il faut trouver l'objet dont c'est le delta. Démontrer que c'est fermé, on agit avec delta dessus et on voit si c'est 0 ou pas 0. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps, parce que delta va être un outil essentiel dans la construction qu'on fait de manière ordre par ordre des termes suivants dans l'expansion de S. Et ça va être aussi crucial pour démontrer qu'on a la bonne cohomologie de BRST. Donc j'ai un petit peu débordé, je suis désolé, mais voilà. Donc je vais arrêter aujourd'hui. Donc pour résumer, donc je vais supposer que vous avez été convaincu, soit vous avez été regarder la démonstration. Donc je vais démarrer la semaine prochaine et je vais utiliser ceci. Ça va? Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser la semaine prochaine aussi, et s'il n'y en a pas, à la semaine prochaine.